Ce qu'il faut, c'est bien préciser. On a notre intelligence. Il faut expliquer le fou, il faut expliquer la folie en fait. Le psychopathe est quelqu'un qui souffre de l'âme. C'est quelqu'un qui a été rejeté. C'est le mal aimé. Et il s'est construit des défenses, et il s'est construit des défenses dans la folie. Je crois que le fou, c'est quelqu'un qui d'abord a basculé un jour pour je ne sais quelle raison. Mais le fou, en fait, apprenez à le connaître d'abord avant de le mépriser. C'est un peu confus comme message, mais apprenez à nous aimer. Nous avons fait la connaissance de Francis et Marie-Ernest. Ce week-end-là, ils avaient pris le train vers la mer. Francis et Marie-Ernest marquaient tous deux par de longues années à l'hôpital psychiatrique. Francis Dupire y rentre très jeune, la veille de son départ à l'armée. Il restera 20 ans à l'hôpital. C'était le régime totalitaire. C'était comme une prison, on était tous habillés pareil. Je ne sais pas pourquoi je suis resté si longtemps à l'hôpital, parce qu'il y a des moments où on se disait oh, je veux sortir, je voudrais sortir, mais on écrivait souvent aux parents, mais les lettres n'arrivaient pas bien. La première année que je suis arrivé, j'ai été complètement enfermé dans une salle avec une cinquantaine de personnes, habillées en bleu de travail, et puis les bancs scellés par terre et tout ça. Et comme pour sortir, on avait la cour. Et on ne parlait pas du tout de sortir dans la ville, de retourner dans des appartements? Non, à ce moment-là, on n'en parlait pas. L'hôpital, ça m'a rendu malade, mais ce qui m'a sauvé, ce sont les médicaments. Et ce qui m'a sauvé le plus, c'est que j'ai rencontré l'âme sœur. L'âme sœur, c'est Francis, qui me fait apprendre beaucoup de choses de la vie. Moi, je suis bien contente d'être sortie. Je peux retourner à Armentières, c'est terminé. Et faire des balades, voyager, ça me convient énormément. On est comme les autres, quoi. Comme les autres, des mots qui résonnent fièrement comme une victoire fragile sur la maladie. Car Francis et sa compagne, comme beaucoup d'autres, étaient promis très certainement à l'enfermement psychiatrique à vie. Pour inverser le cours de cette histoire absurde, il y a 20 ans, un homme s'est révolté contre l'univers concentrationnaire de l'hôpital psychiatrique. Jean-Luc Roland est un jeune psychiatre lorsqu'il est nommé chef de service à l'hôpital d'Armentières, dans le nord de la France. Ici, c'était un énorme hospice. Donc, quand je suis arrivé à Armentières, de voir des gens à 200 dans un dortoir, avec des mesures arbitraires absolument inadmissibles. J'ai travaillé aussi chez les enfants où il y a 40 gosses dans un pavillon qui tournaient en rond à poil, attachés à des radiateurs. Je veux dire, ce qu'on a vu en Roumanie il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, c'est ridicule. C'était à Armentières en 1972. Tout ça, c'était inacceptable. Humainement parlant, inacceptable. Je ne peux pas considérer qu'on puisse traiter des êtres humains comme c'était traité à l'hôpital psychiatrique. Ici, c'était un lieu où, quand vous étiez malade mental un jour, vous l'étiez toujours, il n'y avait pas possibilité de guérison, ou presque pas, et puis deuxièmement, vous faisiez peur. On s'est dit, c'est une aberration de garder l'hôpital psychiatrique, on va soigner les gens autrement, on est là pour s'occuper et protéger, mais on n'est pas là pour faire de la conserverie. On n'est pas une énorme machine de conserverie ici, il ne faut même pas rigoler. On n'est pas un goulag, on n'est pas un camp. À partir du moment où on est sorti et qu'on a vu comment ça se passait, les choses sont devenues claires et simples. Il faut donner des soins aux personnes, il ne faut pas exclure. C'est simple comme tout. Les gens qui sont avec nous sont des gens vivants, donc mortels aussi. Donc il dit vie, dit mort. Bon. Mais ce ne sont plus des gens congelés, donc ils vivent. Ils vivent leur vie, ils sont à l'extérieur, ils ont un chez eux, ils habitent la ville. Ce sont des citoyens, mais des citoyens qui ont une maladie. Et pour soigner dans la ville, Jean-Luc Roland a besoin du soutien de tous. Alors patiemment, avec son équipe, il va tisser année après année une véritable toile, au maillage étroit,
un réseau d'hommes et de femmes, de structures et d'associations où chacun aura son rôle, sa responsabilité. Depuis, chaque année, 1300 personnes bénéficient de ce réseau, dont 300 personnes suivies régulièrement. Nassera Nahal et Florence Pinde partagent un appartement associatif. C'est ainsi qu'on nomme ces logements dans lesquels cohabitent des personnes malades. C'est la base du dispositif de soins en ville. Je vais au coiffeur après. Il faut bien déjeuner le matin. Quand je déjeune pas, je suis pas en forme. Au travail. Non. Bonne journée. À ce soir. Dès notre première rencontre avec Nassera, elle nous parle librement de la maladie dont elle souffre, une psychose infantile. Depuis 4 ans, elle travaille à mi-temps dans ce centre d'adaptation à la vie active. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Daniel. Cet atelier, géré par la mairie, sous-traite de petits travaux pour les entreprises. Ceux qui travaillent ici apprennent la ponctualité, la rigueur et l'assiduité. Première étape dans leur parcours vers une activité salariée. Là, on travaille sur des crochets. Et alors à quoi vous pensez quand vous travaillez? À m'en sortir. Pour plus tard. Puis faire une vie normale. Pourquoi c'est pas une vie normale là pour le moment? Si. Si. Et ça serait quoi une vie normale? Me marier, avoir des enfants. Enfin, c'est ce que je voudrais par la suite. Mais il faudra que je fasse beaucoup d'efforts. Je suis pas encore prête à faire une vie. Est-ce que vous avez d'autres rêves? Oui, j'ai d'autres rêves, ouais. Retrouver mes parents naturels. J'en rêve la nuit des fois. Quand je pense à ça, je pleure. Et c'est mon rêve aussi. Je garde l'espoir. Des projets, Nassera en a maintenant plein la tête depuis qu'elle vit autonome dans la ville. Une existence impensable à l'époque de l'asile. Les gens comme elle étaient considérés comme des incurables. On les parquait alors à l'écart, derrière les murs d'un foyer ou d'un hôpital. Bonjour. Bonjour. Ça va, Daniel? Ça va. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Mais cette intégration n'est possible qu'avec un dispositif de soins solide, installé lui aussi dans la ville. Le centre Samuel Beckett fait fonction d'hôpital de jour. Pour Nassera, c'est un peu son port d'attache. J'ai des angoisses. Ouais. J'ai peur des gens, tout ça. Je suis comme un pantin, puis les gens tirent les ficelles. Et quand je suis angoissé, je perds les commandes. Alors c'est très désagréable et j'en suis conscient, mais je suis très angoissé. Nassera s'y rend régulièrement, comme aujourd'hui, pour participer à des activités ou à des réunions entre malades et personnel soignant. Elle y retrouve Catherine Prangère, son infirmière référente, chargée de la suivre personnellement. Il y a un concert qui est présenté, qui est proposé par l'Orchestre National de Lille, donc il nous reste une place. Et le concert, c'est à 20h30. Sa liberté toute neuve, son aplomb et sa franchise, Nassera les doit aussi à ses rendez-vous chaque mois avec son psychiatre. La consultation a lieu dans un centre médico-social ouvert à tous. Là-bas, elle sait qu'elle peut parler de tout. Elle se souvient aussi, loin des murs, de l'hôpital psychiatrique. C'est mon abandon qui a fait tout ça, dans ma tête. Le manque d'affection. Il y a d'autres choses. J'ai pas eu une enfance facile à l'école. On me crachait dessus, on me frappait. Je parlais à mon pouce. Au lieu de travailler à l'école. C'est ça que je suis malade. Mais j'espère guérir un jour. J'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'être écoutée. Alors là, t'attends quoi? Là, j'ai un rendez-vous avec Madame Gomez pour parler de ce qui va et ce qui ne va pas. Et pour parler de mes vacances prochainement.
Et vous aimez bien la toile qui est ici? Ah ouais, elle est belle. Ça représente une personne qui souffre. Regardez. Là, c'est sa jambe qui fait ça. Et là, c'est ses bras. Et là, il est en train de se faire mal. Il fait ça. Pourquoi il se fait mal? Il souffre. Je sais pas pourquoi il souffre. Peut-être parce qu'il n'y a pas de parents. Avant, quand j'étais en colère, je me mordais, moi. Mais puis maintenant, je me demande si je suis arabe ou française. Mes origines, ça me préoccupe beaucoup. Des fois, j'en parle avec Madame Gomez aussi. Pareil que ma mère, elle était belle. Qui vous a dit ça? Bah, c'est moi qui le dis parce que j'ai des beaux yeux. Peut-être qu'un jour, j'aurai des enfants, moi aussi. Oui. Je les garde aussi. Pardon? Je les garde. Ça veut dire quoi? Je les mets pas de la rue. Mais pourquoi vous me dites que vous les mettrez pas dans la rue? Non, mais ma mère, elle m'a abandonnée. Elle vous a abandonné? Bah, moi, j'abandonnerai pas mes enfants. Je resterai auprès d'eux. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Pourquoi votre maman elle essaie pas de vous retrouver? Bah, je sais pas, elle pourrait faire des recherches. Mais si on essayait de comprendre pourquoi, les raisons pourquoi elle le ferait Elle a pas. trop de problèmes. Peut-être qu'elle a trop de problèmes. Et elle a peur de la réaction de l'enfant. Peut-être, oui. Moi je crois, ça doit être très très dur. Elle a peur de se prendre à savon. Non. Moi, si je ne retrouve pas, ça fait rien. Je peux bien vivre sans à présent. J'ai grandi, je fais ma vie. La maladie mentale, c'est un cataclysme dans un tissu de relations. On peut se dire que ce sont toujours des maladies d'amour qu'on soigne. Toujours une blessure plus profonde de soi-même et de son être, quelque chose qui se détruit, qui manque, qui ne peut pas se reconstruire. Alors bon, il faut être optimiste, parce que tout de même, l'être humain reconstruit en permanence. Pour certains, c'est plus difficile, peut-être à certains moments. Et c'est là où les services de psychiatrie peuvent être utiles, je pense, à mesure où on ne conçoit pas la psychiatrie comme le grand congélateur des patients qu'a été l'hôpital psychiatrique. Dans le service de Jean-Luc Roland, l'hôpital psychiatrique a changé de décor et de fonction. Le pavillon de force, l'hôpital-prison, de 450 lits, est devenu en lieu et place la clinique Jérôme Bosch, une unité de soins qui accueille environ 30 personnes. En très peu de temps, vous me dites qu'il y a beaucoup de problèmes avec lui. Des malades chroniques dont l'état nécessite des séjours réguliers, un réajustement permanent des traitements et une surveillance accrue. Bonjour Monsieur Flin. D'autres personnes, la majorité, arrivent en état de crise ou de forte dépression. Ici, on les écoute, on leur prescrit un traitement, on reçoit leur famille, leurs proches, et on envisage très vite une sortie de l'unité dès qu'ils vont mieux. La maladie mentale, soit l'anxiété, la dépression, les délires, ça commence souvent par un trouble du sommeil. Donc là aussi, quand vous serez sortis, puisque vous allez tous sortir, si ça reprend, il ne faut pas hésiter à consulter rapidement votre médecin traitant, votre médecin psychiatre. Ma vie, elle est foutue en l'air. Moi, je ne retrouverai jamais le sommeil. Oh, vous dormez mal ici encore? Ah oui, ah oui. Malgré le traitement? C'est-à-dire, cette nuit, ce qui paraît... Chaque lundi, une réunion rassemble les malades et les équipes soignantes. La parole qui circule a remplacé le silence ou les hurlements de l'asile. On y parle de tout, on y critique même l'hôpital. En fait, on ne peut pas être en dehors de la société, être marginalisé. On veut être comme tout le monde, normaux. C'est ça en fait. Même Mon intention, c'est pas l'hôpital qui vient nous chercher, c'est aussi nous de temps en temps qui y allons. Lorsque nous avons rencontré Alain Fauré la première fois, c'était dans l'appartement où il vit depuis plusieurs années à Ronchin, dans la banlieue de Lille. Il nous avait parlé de sa maladie, la schizophrénie. Il nous avait parlé aussi de sa fragilité, de l'hôpital et de sa hantise d'y retourner. Mais voilà un arrêt brutal de son traitement. Des préoccupations familiales douloureuses ont entraîné immédiatement ce qu'il appelle lui-même des bouffées délirantes.
Retour donc à la clinique Jérôme Bosch. Pendant la semaine, on va se revoir. Jean-Luc Roland défend l'utilité d'un lieu de soins comme la clinique Jérôme Bosch. Contrairement aux adeptes de l'antipsychiatrie, il reconnaît la réalité des maladies mentales. Moi, je n'ai jamais été antipsychiatre. Moi, je ne refuse pas la maladie mentale. Je refuse la manière dont elle est traitée. Je refuse la manière dont elle est considérée. Je refuse la manière de désigner un bouc émissaire. Le malade mental, ça n'existe pas. Vous avez des gens qui ont des troubles mentaux, qui ont des maladies, et qu'on peut soigner. Et même chez les gens les plus atteints, les plus dramatiquement malades, eh bien, il y a toujours une part saine à laquelle on peut parler. Et il y a toujours une part saine sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de faire en sorte qu'ils se remettent dans la société des gens soi-disant normaux. Mais pour vivre dans la société des gens soi-disant normaux, il faut à Alain un traitement efficace. Il en discute pied à pied avec son psychiatre. Parce qu'à présent, le problème, c'est que, mis à part l'aldol, on n'a pas réussi à vous équilibrer. Parce que quand vous prenez votre traitement, vous l'avez bien vu, chaque fois qu'on a une prise de traitement régulière, ça va. Je prenais, mais bon. Mais là, on a essayé de vous trouver un autre traitement du fait des troubles secondaires. Parce que ça, on est embêté avec les troubles secondaires de l'aldol depuis des années. Et apparemment, on trouve pas, soit on ne trouve pas, soit vous ne le prenez pas au bout d'un certain temps. L'ajustement du traitement est la condition de base du confort de vie des malades. Une garantie aussi pour une sortie réussie de l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est la démence? Vous n'êtes pas dément. Mais vous n'êtes pas plus dément que moi. C'est pas des phénomènes magiques. Les psychiatres disposent maintenant d'un arsenal très varié de psychotropes. Ces médicaments agissent sur l'humeur, le comportement et les angoisses des patients. Le gros reproche que je ferai au traitement, c'est qu'actuellement, ils permettent une socialisation, un effacement des symptômes, une banalisation, et puis tant mieux. Et d'un autre côté, ils gomment tout de même beaucoup de choses. Et ils gomment toutes les passions amoureuses, en tout cas, enfin, tout ce qui va mettre une sorte de grain de folie à la relation humaine. Des médicaments donc qui traitent des symptômes, mais ne guérissent en aucun cas ces maladies qui demeurent des énigmes. J'ai commencé à parler avec moi-même vers l'âge de 16-17 ans. Et bon, au début, c'était bon, je me lève à 5 heures, et puis une petite voix qui disait non à 4 heures. C'est à l'âge de 19 ans que ça s'est pris. J'ai une bouffée de honte. J'ai été hospitalisé 1 mois et demi. Et puis là, dès le lendemain, en fait, je n'avais plus les phonèmes. Qu'est-ce que vous appelez les phonèmes? Les phonèmes, c'est les voix. C'est ce qu'on appelle habituellement les voix, un peu comme Jeanne d'Arc, mais bon. C'est-à-dire que vous entendez des voix? C'est-à-dire que j'entends des voix, réellement. Vous entendez des gens, quelqu'un qui vous parle? J'entends des processus automatiques, j'entends des processus vocaux. J'éprouve des sensations qui ne sont pas connues des autres. Je vois par exemple des anges, des personnes humaines mais qui paraissent avoir des visages d'anges, et puis des personnes humaines qui paraissent avoir des visages de démons. De démons. Ouais. Est-ce que vous considérez comme fou? Ah bah bien sûr, totalement. Totalement. Si on regardait bien, on pourrait dire que dans chaque famille, il y a un fou. Pendant les quelques jours qu'il passe à l'hôpital, Alain Fauré reverra les psychiatres pour reparler des conditions de sa sortie. Habitué de la clinique Jérôme Bosch, il sait qu'ici, contrairement à ce que fut l'asile, il peut revendiquer son point de vue. Un vrai travail en profondeur pour voir ce qu'il y a en moi. Et seul un psychiatre, vraiment, parce qu'il y a des traumas, il y a beaucoup de traumas. Et c'est pour ça que je délire. Mais je sais et je me sens bien dans mon délire parce que, alors, est-ce que c'est un syndrome de, je sais pas comment ça s'appelle, le manque de père, manque de référence familiale, ça je sais pas. Mais bon, il faudrait creuser. On doit essayer de trouver des solutions avec vous que vous acceptez. Ce que je demande, c'est le dialogue. Oui. C'est le dialogue, c'est tout. Un véritable dialogue. Mais je vous rappelle un truc tout de même, quand vous dites le dialogue, vous savez que vous terrorisez les jeunes infirmières? Quoi? Vous les terrorisez. Vous avez une manière de leur parler, de leur dire ce qu'elles doivent faire, etc. Un dictateur. Vous le savez ça? Vous le savez pas? Ah non.
Moi, je me comporte normalement. Ah oui, ben justement. Et ça n'a pas commencé avant Ah bah, il était déjà installé. Et même Vous savez que vous faites peur quelquefois, pas forcément vous, mais les fous font peur quelquefois. Ouais. Mais pourtant, ils ne sont pas méchants. Ça c'est quelque chose qu'un interne disait en parlant d'un trisomique, et pourtant ils sont gentils. Mais c'est vrai, mais c'est pas une question de naissance, parce qu'on peut avoir une violence aussi. On peut se mettre en colère. Mais bon, c'est parce que, bon, à cause du traitement, en fait, on a des yeux qui font peur. Mais c'est le traitement qui... Est-ce que c'est bien d'avoir ouvert les portes de l'hôpital psychiatrique? Ça, c'est bien, mais il faudrait instaurer d'autres façons, d'autres comportements vis-à-vis de la personne malade. Beaucoup plus lui faire confiance, et puis... mais lui accorder le crédit qu'elle est un homme, qu'elle est une femme aussi. Donc il faut redorer le blason du fou, en fait. On est montré du doigt. C'est le problème. Et bon, et c'est pour ça qu'il faut défendre notre parti. Alain sortira dans 3 jours. Une fois qu'il aura regagné son quartier, son médecin généraliste prendra le relais pour le suivi du traitement. Il retrouvera aussi les équipes soignantes, présentes jour et nuit dans la ville. Beaucoup de patients ont un long passé psychiatrique. Ce sont de pathologies lourdes qui ont une représentation de la réalité un peu déformée. Donc le fait qu'on soit là le soir, c'est rassurant pour eux. Ça leur permet de vivre à l'extérieur. Irène Ratajac est infirmière. Les visites à domicile le soir dans les appartements associatifs font partie de ses attributions. Il y a des patients à risque, bien sûr, avec des tentatives de suicide. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Il faut savoir que lorsqu'on fait une visite, il y a toujours un risque. On ne sait pas ce qui nous attend, quoi. Ah ouais. Mais c'est pas tous les soirs, c'est pas systématique. Je veux dire, le plus dur à vivre, c'est de voir chez certains une certaine souffrance ou une certaine solitude. Quand on ressent cette solitude, c'est pas toujours facile, quoi. Même en les soutenant, en étant présent, on n'a pas la toute-puissance, quoi. Voilà. Ouais, ben moi j'y crois. Si j'y croyais pas, je serais dans les murs. Hein. Je serais restée là-bas dans l'hôpital. Oui, je crois à cette politique, oui. J'y crois, je dis que c'est possible. Même avec tout ce que ça comporte de difficultés, enfin, c'est lourd, il y a tout un partenariat, il y a plein de gens qui s'occupent d'eux. Mais j'y crois. C'est vrai que quelquefois on dit ils tiennent à bout de bras, hein, on les tient à bout de bras et un petit changement, ça y est, ça les perturbe. Mais j'y crois, quoi. Ouais, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Madame Irène, oui. Oui? Oui. Là, il fait noir chez vous? Première rencontre ce soir-là avec cet homme qui nous dit se prénommer Bernard Archange. Ça va. Lui aussi vit dans les appartements de la Filature, après 20 ans d'internement à Armentières. Est-ce que vous avez eu votre traitement aussi? Non, vous l'avez, non? Ah non, je ne l'ai pas. Personne ne m'a rien dit. Ah oui. Et je vous l'ai dit de le réclamer quand vous partez comme ça. C'était convenu. Bernard Kaby est un survivant. C'est ainsi qu'on nomme ceux qui ont vécu l'asile et l'enfermement complet. Beaucoup sont morts. Ceux qui en sont sortis sont marqués par un mode de vie qui les a rendus totalement dépendants. Vous faites un thé? Un thé léger alors. Les autres sont couchés? Déjà? Non. Comment? Ils sont dans leur chambre? Oui. Oui. Vous avez eu une période difficile quand même, hein, en arrivant ici. Pour finir, ça va bien, les voisins sont chouettes. Hein. J'ai fait un tour en ville, à la Fnac, Corée du Nord. Eh ben dis donc. Plus de ça, je peux m'habiller coquet, élégant. Ça va, à peu toujours été près. coquet. Hein. Petit budget. J'ai toujours connu coquet, de toute façon. Ah oui, vous m'avez connu. Mais même à Breton. Demandez à monsieur À Roland. Breton. À Breton, j'ai commencé à Breton, les Quand je suis t-shirts. arrivée dans le service, Les t-shirts. les t-shirts, toutes les semaines, un nouveau t-shirt sur le marché. Comme les autres survivants, Bernard Kaby a été marqué par des années d'inactivité, de silence et de camisoles chimiques qui ont tué chez lui toute possibilité d'exprimer un désir, un souhait, un projet.
De ces dernières années à la clinique Jérôme Bosch, Bernard a gardé le goût de la peinture, mais surtout celui de la lecture. J'ai lu beaucoup. Ça m'a sauvé bientôt. Freud. Sigmund Freud. Pourquoi vous avez étudié ça? Pour pas être demeuré. Ouais. Ça change la vie quand on comprend. Il suffit pas de lire un livre, encore faut-il le comprendre. J'ai posé beaucoup de questions personnelles à ce sujet-là. Je me suis retrouvé. Mais au début, quand on fait le bilan de soi-même, on est suicidaire. On ne trouve plus rien à s'accrocher. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Moi, j'ai perdu toute ma jeunesse, une partie de ma jeunesse. Ouais. Et est-ce que vous êtes content d'avoir enfin quitté l'hôpital d'Armentières et d'habiter dans un appartement? Ah, moi, je suis content d'être dans ma piole, mais je voudrais bien que ma piole soit transférée à Armentières. Pourquoi? J'arrive pas à vivre. Je vis dans mon monde. Je vis dans mon monde. Il est comment votre monde? Un paraphysique, irréel, tout en étant réel. C'est-à-dire? Vaut mieux pas en parler. Est-ce que c'est ça la maladie? D'être dans un monde qui est complètement à soi et pas être dans la vie réelle? Dans la vie réelle, oui. Quelqu'un qui vit pas comme les autres. Je suis bien de vivre dans ma dimension aussi. Dans la dimension des gens, j'aime pas. J'appelle pas ça vivre. Et qu'est-ce qui vous a permis de vous en sortir? Monsieur Rollin. Ah oui, je me suis accroché. Ah oui. Un jour, j'étais pas bien. J'avais envie de me donner la mort. Seulement, j'ai pas eu le courage, et heureusement. C'est la raison de la déraison. Déraisonnablement raison. Ce n'est pas une raison pour que cette raison ait raison. C'est justement parce que cette raison n'a pas raison. Mais c'est raisonnablement raisonnable que cette raison est raison. Le poids des mots, le poids des mots. Quel héros grec a réussi à répondre aux questions du Sphinx? Oedipe. Réapprendre la vie hors les murs est un véritable tour de force. Pour Bernard Cabi, le centre Samuel Beckett est un point d'ancrage. Un tremplin, diront d'autres malades, pour sortir. Chacun ici a son programme d'activité, un programme établi avec le psychiatre et qui le conduit hors du centre. Danse, gymnastique, atelier vidéo, théâtre ou sport, chaque fois les conditions sont créées en partenariat avec des professionnels pour que les malades puissent quitter l'univers des soins et de la psychiatrie. C'est toi qui lui as marché dessus. Ensuite, ouais, ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'aime bien avoir ce type de relation. Enfin, j'aime bien les relations que j'ai avec les malades. 14, 22. J'aime assez, ça ne me dérange absolument pas. Je préfère même ce genre de groupe à certains groupes de gens dits normaux, quelqu'un a fait des malades dits normaux, et qui en fait sont complètement à la masse aussi, complètement déjantés. 16 à 24, j'ai beaucoup appris avec les malades en fait, parce qu'on apprend à temporiser, on apprend à moduler, je modifie les règles, il y a un marché un petit peu. Tant que c'est une petite faute, il y a une petite faute, c'est pas grave, du moment que c'est dans le jeu. Il y a une construction, et donc tant qu'ils arrivent à construire, je laisse faire. Donc c'est une grosse faute ou que ça devient un peu violent entre guillemets, qui s'aggrave, bon d'accord. 18, je sais plus combien ça fait. Allez. Fin du match, c'est l'heure. Je suis contente d'avoir fait du basket. Même si on a perdu, on a très bien joué. Vous avez marqué combien de points? 2. 2? Ah bah c'est bon. 2 points. Fin de journée à la filature. Bonsoir. Ça va? On s'installe. Alors comment ça va? Ça va pas très bien en ce moment.
Catherine effectue sa dernière visite à domicile. Venez, on va s'asseoir. Pas beaucoup de sous. À la tombée de la nuit, c'est encore l'heure des confidences. Je dis ça comme ça, mais je pense pas. Sinon, entre vous, longtemps que ça va. Bernadette va bientôt rentrer. Hein. Elle vient quand? Normalement, elle revient cette semaine. Super. Donc, Il est 9h ce matin à Armentières. Alain Fauré quitte la clinique Jérôme Bosch après une semaine d'hospitalisation. L'hôpital ne peut plus rien pour lui. En d'autres temps, il y serait resté. Aujourd'hui, c'est dehors que la vie continue. C'est vrai que c'est important de pouvoir le matin, si on a envie, aller prendre son petit café crème au bistrot du coin. C'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas, mais la liberté, ça commence par ça. Pouvoir prendre un petit café crème au bistrot du coin. Et lorsqu'on prend un petit café crème au bistrot du coin, on dit « je suis libre ». Et là, on respire. On respire, dit Alain Fauré, mais la sortie de ce milieu protégé qu'est l'hôpital ne se fait pas aussi simplement que cela. J'ai une angoisse. J'ai une angoisse vis-à-vis de la rentrée chez moi parce que bon, je suis désigné le fou du quartier en fait. Et ça, cette carapace, cette étiquette, elle me colle à la peau. Eh, t'es crevé toi? Cette étiquette de fou, affublée souvent de l'adjectif dangereux, Alain la porte comme une marque indélébile. Il n'est pas le seul. Contre cette équation trop simple, fou égale dangereux, Jean-Luc Roland se bat avec 25 ans d'expérience derrière lui et les résultats probants d'études scientifiques réalisées au niveau national. Ces études ont montré qu'ils étaient moins dangereux que la population en général. Donc c'est véritablement le contraire qui pose problème. À savoir, ces gens qu'on va mettre dans la population générale, comment ils vont faire pour ne pas être agressés ou ne pas s'agresser eux-mêmes. Parce qu'on est tout de même beaucoup plus confrontés aujourd'hui à des questions de suicide et autres dans la société qu'à des questions d'agression des malades mentaux vis-à-vis de leur voisinage. Ceux qui agressent le voisinage actuellement ne sont pas des malades, ce sont des gens du commun. Moi, je pense qu'au contraire, les gens qui souffrent de troubles mentaux maintenant sont des gens auxquels on fait mal, beaucoup plus qu'ils ne font mal. Qu'est-ce qui leur fait mal? Tout. La famille, l'environnement, la société, et je me mets dedans. La psychiatrie, tout leur fait mal. Ce sont des gens très sensibles. Leur force, c'est leur sensibilité. Leur faiblesse, c'est leur sensibilité. Moi, je retrouve mon univers où je suis bien, où j'espère rester le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Et est-ce qu'on souffre de savoir qu'on est malade? Par rapport aux autres, parce que les autres nous disent « tu es malade ». On paye pour toi pour ta maladie, par exemple. Mais en fait, si on ne me reprochait pas ma maladie, je la vivrais mieux. En fait, en Afrique, par exemple, on ne reproche pas la maladie. On essaie de la gérer avec le groupe social. Et ce qui serait bien, c'est que le groupe social, c'est-à-dire les habitants des quartiers, lorsqu'ils ont affaire à quelqu'un qui est en problème psychique, qu'ils l'accueillent au lieu de le rejeter, en fait. Ça, ce serait très important qu'il y ait une autre vision de la folie. Bon, alors, c'est vrai qu'avec des médecins comme M. Roland, son travail est de démystifier la folie. C'est vrai. Mais bon, est-ce qu'il y arrivera au bout de ces années de service? Parce que c'est un travail long, très long, et vraiment, il faut beaucoup de courage pour le faire. Du courage, mais aussi et surtout peut-être de l'audace. Jean-Luc Roland et son équipe ont voulu faire la preuve qu'il était possible de soigner absolument tous les malades hors de l'hôpital, y compris ceux qui souffrent de pathologies graves et pour qui l'autonomie minimum est exclue.
La maison André Breton a été conçue pour eux. Cette personne habite donc cette grande bâtisse, organisée et décorée comme une vraie maison. Un chez-soi où il fait bon vivre, tout simplement. Des aides-soignantes se relaient nuit et jour pour assurer l'intendance. Mais l'essentiel du travail de l'équipe consiste à réanimer socialement des êtres brisés par des années d'internement. Eh ben, son histoire, c'était l'enfermement. C'était les violences, les privations, c'était... en remettant dans le contexte aussi, eh bien, il n'y avait pas de traitement ce temps-là, donc c'était vraiment toutes ces crises d'angoisse qui revenaient sans pouvoir être contenues par quoi que ce soit, hormis parfois par les coups. C'est un homme, c'est pas un criminel, c'est pas un numéro, c'est pas... il a pas fauté, il n'a pas péché, il n'a rien commis qui nécessite un enfermement. Il a une pathologie mentale. En fait, toute personne, la plus handicapée soit-elle, la plus dépendante soit-elle, est capable d'étonner tous les jours. Tous les jours sont des leçons de courage, des leçons de volonté qui se traduisent au travers de tout petits gestes, au travers d'attitudes, au travers de progrès qui sont faits non pas dans un premier temps non pas pour eux, mais peut-être pour faire plaisir. Puis après pour eux, puis après ils en prennent conscience et ils commencent à produire des choses stupéfiantes. Branche. Encore là. Là, prenez-en encore. 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 Vous avez amené à Manu là-bas ? Réunion hebdomadaire comme chaque mardi matin. Autour de la table, personnel infirmier, éducateurs et médecins représentent les 90 personnes qui travaillent dans le service. Un service organisé en réseau et déployé sur 6 communes. Des psychanalystes et des spécialistes de thérapie familiale complètent l'équipe. Ils proposent des prises en charge dépassant largement les soins généralement dispensés dans les services publics de psychiatrie. Tout le monde travaille ensemble, il n'y a aucune frontière entre les différentes structures qui ont chacune leur fonction. Les patients sont au centre du dispositif. Pour l'instant, il n'y a pas de solution qui lui convienne. Il a quand même un gros handicap du fait de ses troubles cognitifs. Moi, je ne vois pas d'autre solution actuellement que Breton. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'il soit très délirant encore. Il allait bien mieux en début de semaine dernière. J'ai l'impression qu'il bidouille ses traitements. Exemple, le cas de ce malade évoqué par un psychiatre de l'hôpital. La préparation de sa sortie est envisagée par l'ensemble de l'équipe. Il pourra ensuite naviguer selon son état ou ses projets dans les différentes structures. Autre exigence, la participation de tous à des travaux de recherche qui permettent d'évaluer, de comparer avec des équipes étrangères l'efficacité des soins. S'il n'y a pas de recherche dans le service, c'est un service mort. Et on peut pas soigner les gens sans faire de la recherche. Ça devrait être obligatoire dans toutes les structures de psychiatrie. Ça permet de remettre en question véritablement les pratiques, surtout quand on voit comment fonctionnent nos collègues. Ça permet en revenant d'abord de les critiquer, parce que quand on est à l'étranger, on voit tout de suite ce qui ne va pas. Et en même temps, quand eux viennent nous voir, qu'ils voient aussi tout de suite ce qui ne va pas dans notre service. Eugène Régnier est le premier adjoint au maire de Fâche-Tuménil, un complice depuis 25 ans. Son appui ainsi que celui de Bernard de Rosier, député maire d'Hellemmes, la commune voisine, a été décisif. C'est l'affaire avec des électrons dans les bistrots, tu vois. Les municipalités ont donné ou loué des bâtiments pour installer les équipes soignantes. Elles ont facilité l'accession aux logements sociaux. Mais plus encore, c'est un état d'esprit qui règne depuis que Jean-Luc Roland les a abordés la première fois avec cette question. J'ai lu leur programme politique. Je l'aurais lu devant eux, en disant voilà votre programme. Alors qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont à l'hôpital psychiatrique? Ils étaient un peu étonnés il y a 25 ans. Hein. Et ils m'ont regardé bizarrement. Évidemment, c'est peut-être la première fois qu'ils voyaient un psychiatre. Bon. Donc il a fallu que je ne leur fasse plus peur pour qu'ils n'aient plus peur des gens que je leur présentais. Donc il y a eu tout un gros travail de connaissances réciproques. On ne peut pas avoir des politiques au grand cœur, luttant contre les exclusions et prônant la réhabilitation des pauvres, des opprimés, etc. Et à oublier tout un champ de personnes qui étaient reléguées
dans ces monstres d'hôpitaux. Il y a des gens qui manquent aux soignants. Nous avons pris des risques, mais cela s'est très bien passé. Quand on fait sortir quelqu'un, qui a encore des troubles, tout ça, c'est l'habitude dans le quartier, je vais prévenir tout le monde en disant, il y a un monsieur qui va venir prendre un pot dans tel café, tolérez-le, et finalement ça se passe bien, au contraire il est choyé, et les gens finalement le prennent en charge, quoi. Il y a une sorte de solidarité qui se crée autour de ces personnes-là, quoi. Autre rencontre décisive, celle des artistes. Allez, avoir, concevoir, devoir, décevoir, émouvoir, percevoir, pouvoir. Passionné d'art contemporain, Jean-Luc Roland a une conviction. De la rencontre entre ces êtres hors normes, que sont les artistes, et les personnes souffrant de troubles mentaux, doit naître une dynamique salutaire. Gérard Duchesne est un artiste lillois. Il accepte il y a des années une première rencontre à l'hôpital d'Armentières qu'il poursuit aujourd'hui dans la ville. Moi, l'artiste, elle a le courage de dire qu'il n'est pas très clair, personnellement. Bon. Et je pense que c'est vrai dans la plupart des cas. Dans le mien, c'est vrai, en tout cas. Gérard Duchesne organise des expositions. Les œuvres des artistes connus de la région et d'ailleurs côtoient celles d'artistes inconnus, réalisées dans les ateliers de l'hôpital ou à la maison Antonin Artaud. Chaque semaine, ces ateliers sont avant tout des lieux de rencontre, un espace de plus pour retisser patiemment des liens, des relations avec les autres. Il ne s'agit pas de dire que l'art guérit la folie, mais il est possible que justement l'art permette une relation différente. Le patient, lui, retrouve une façon de s'exprimer qui lui est absolument personnelle. Et c'est important aussi de lui dire, ça c'est toi. Et ça, ce que tu fais t'appartient en propre. Il faudrait essayer de retrouver les couleurs. Non, c'est pas ça. C'est comme si on épousait la forme elle-même avec le doigt. Au départ, je vous ai aidé, c'est moi qui ai fait toutes les formes. Hein, bon. Mais c'est aussi votre tableau. Je suis là pour écouter les gens, les recevoir et avoir une écoute en tout cas active, c'est-à-dire un peu les pousser à parler, les pousser à s'exprimer, que ce soit par le dessin ou verbalement. Il faut trancher avec diplomatie. Ça fait 3 ans que je viens ici. Bon, au départ, j'étais fort agressive quand je venais ici. J'avais confiance à personne. Je voyais que le mal, la méchanceté et tout. Mais ça sortait pas. Je me faisais mal à moi-même. Je me suis coupé les veines. J'ai avalé 3 fois des cachets. Et depuis que je viens ici, depuis 3 ans, il y a quand même des progrès. Malgré j'ai des hauts et des bas, question de morale. Nous sommes là pour accueillir les gens dès qu'il y a à nouveau un problème, dès que les gens se sentent plus mal ou en tout cas moins bien. Mais notre travail est aussi de les insérer et de ne pas les rendre forcément dépendants ici des structures. C'est pour ça que nous faisons un travail à l'extérieur, que les activités se passent sur l'extérieur et qu'on essaie ensuite de les accompagner dans des activités qui se passent dans la ville. Pour ceux qui ont traversé un jour dans leur vie ce que l'on pourrait appeler un épisode psychiatrique, le véritable retour dans la ville, c'est aussi et peut-être surtout le retour au travail. Allô, Nord-Cadre Flandre ? Je vous téléphone, là, c'est pour suite à une annonce pour un dessinateur projeteur bureau d'études. Ah bon ? Et dans une semaine, ça sera décidé, vous savez, non ? Ah bon, d'accord, donc c'est pas la peine que je rappelle dans une semaine, à ce moment. Parce que j'avais déjà téléphoné, ça doit être la semaine dernière, mais c'était pareil, non ? Pavel Launay est ingénieur. Il nous a parlé longuement des symptômes de sa maladie, une psychose maniaco-dépressive. Des années de crise violente alternant avec des périodes de dépression aiguë. L'hôpital, les médicaments. Aujourd'hui, il va mieux. Ah, ils sont terribles, hein. Quand ils sont toujours pressés de vous avoir, mais pour vous répondre, il n'y a jamais personne. Sorti totalement des structures de soins, Pavel Launay continue chaque mois à rencontrer son psychiatre. Sa maladie, son passage à l'hôpital, il l'assume et aimerait pouvoir en parler ailleurs que dans un cabinet de consultation. Pour lui, ce n'est ni un échec,
ni une honte, peut-être simplement un enrichissement. Ça m'a appris à surmonter des faiblesses, quoi. Tout le monde a ses faiblesses. Moi, j'avais des faiblesses. Il fallait que je les surmonte. Et je les ai surmontées. Bon. Et ça, quand on cherche du travail, vous pensez que c'est plutôt une force que quelque chose qu'on doit cacher? Moi, je pense, mais par contre, la société n'est pas prête. Donc, il faut que je change de tactique, ça c'est sûr. Ça, il faut que je change de tactique parce que les recruteurs sont quand même assez fins. Ils voient un peu les faiblesses des gens, quoi. Donc, ils voient que je ne suis pas clair, quoi, sur certains points, quoi. Alors, bon, forcément, ils mettent le doigt dessus. Donc, moi, je bafouille ou quoi que ce soit sur des trucs. Et puis, bon, ça peut pas passer, quoi. Ingénieur, ça demande des responsabilités, notamment au niveau des prises de décision, que maintenant je me sens plus capable de faire, quoi. Ou du moins que j'ai plus envie de faire, quoi. Le pire que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a insulté quand même, quoi. Parce que je voulais devenir un dessinateur alors que j'étais ingénieur, quoi, diplômé. Ça, il n'a pas compris. Alors il m'a dit que j'avais été un mauvais ingénieur, pour simplifier, quoi. Donc actuellement, ma stratégie actuelle, c'est de le cacher. Les gens, ils ont peur et ils se disent, bon, on va pas en embaucher un parce que des fois que ce soit contagieux. Si le monde du travail reste hostile, c'est auprès de sa famille que Pavel trouve toujours soutien et compréhension. Là, actuellement, tous les 5, on a des rapports affectifs assez forts et un amour, quoi, qui nous permet d'accepter et de m'accepter tel que je suis. Et ils m'ont accepté même quand j'étais malade, quoi. Ils m'ont accepté quand j'étais malade parce qu'il y avait l'affectif qui était là, il y avait l'amour qui était là. Quand il est rentré en crise, je dirais, les enfants étaient là et il fallait leur expliquer. Papa n'était pas bien dans sa tête. Il a besoin de se faire soigner. Quand on est plus jeune, je crois qu'on accepte beaucoup plus facilement, il n'y a pas de tabou. Et donc ça a toujours été partagé de façon très naturelle. Oui. C'est une volonté aussi de nous de leur en parler, quoi. De jamais le cacher, parce qu'on aurait très bien pu les mettre de côté, etc. Est-ce que tu te rappelles quand j'étais malade, quand j'étais tombé malade? Tu te rappelles? Moi, je m'en rappelle. Moi, au début, j'avais peur quand même. Puis, après, maman, elle m'a expliqué. Et puis, j'étais encore petite, quoi. Donc, je me rappelle plus si j'ai compris tout de suite ou pas. Mais qu'il avait besoin aussi qu'on l'aide et fallait pas qu'on le renie. Et qu'il avait besoin d'amour aussi. La maladie mentale, c'est pas une honte et il faut pas avoir de préjugés ni sur les gens, ni sur la maladie, ni sur les hôpitaux, ni sur les psychiatres, ni tout ce milieu-là, tous ces milieux-là. Sans l'avoir vécu, je serais comme les autres, à avoir ces préjugés et puis en gardant ça un petit peu tabou et ni en pensant vraiment à eux. On a de plus en plus de gens qui viennent nous trouver, pas uniquement pour des maladies mentales graves, mais pour une série d'histoires d'amour, de désespoir, de difficultés sociales, qui les rend malheureux et qui les fait souffrir. Quand quelqu'un souffre d'une maladie mentale et une famille, c'est un traumatisme, c'est une guerre civile familiale. C'est une guerre civile sociale, c'est absolument terrible. Mais en même temps, c'est quand c'est terrible qu'on doit être là, et c'est quand c'est terrible que la société doit montrer son humanité. Je pense que la collaboration qu'on a pu mettre en place avec des gens des villes, des habitants, des hommes simples, ça a été fondamental parce que quand je suis arrivé en psychiatrie à 25 ans, je ne pensais pas en arriver là. Donc je suis tout de même assez content. Et en même temps, on n'a rien résolu sur le fond. Ça, il faudrait être très clair là-dessus. On n'a pas résolu, on n'a pas réglé le problème de la folie dans le monde. On n'a pas réglé le problème du délire. On a fait un gros travail pour rendre acceptables ces maladies, les rendre acceptées en tout cas par la société. Acceptées comme Francis et Marie-Ernest, rescapés de la psychiatrie qui enferme. Symbole peut-être de cette intégration possible et nécessaire dans la ville. Bonjour monsieur, je voudrais 2 allers-retours Lille-Dunkerque.
Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un café? On a le temps? Ce séjour à Dunkerque, ils l'ont choisi, seuls. Et si les médicaments qu'ils prennent encore leur permettent de vivre sans angoisse, le dispositif de soins qui les a soutenus si longtemps s'estompe progressivement. Pour l'équipe de Jean-Luc Roland, un nouveau défi, la fermeture définitive de l'hôpital psychiatrique. Objectif, l'installation dans un même lieu, un même bâtiment, d'une petite unité de soins de 10 lits, d'une résidence d'étudiants et d'un centre d'art contemporain. Ce projet, baptisé Frontières, verra le jour à Hélène, dans la proche banlieue de Lille, dans quelques années. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici, du côté de Dunkerque, non. Voilà la carte. Aujourd'hui, Francis et Marie-Ernest, hors des murs, s'attaquent tout doucement, à leur manière, à ces frontières invisibles qui séparent encore ceux qu'on dit fous des autres. Il faut que la société change son regard sur elle-même. C'est trop simple, c'est trop facile de désigner une population en s'en excluant, alors que manifestement là, on fait tous partie de cette population qui peut devenir malade à un moment ou donné de sa vie. C'est trop facile de projeter sur l'autre ce qui est en réalité notre histoire propre. Parce que l'homme est fragile et l'homme est fou, comme dit Pascal. Complètement fou. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants.